Alors, mesdames, messieurs, bonjour, chers amis, chers collègues. J'aimerais vous exprimer tout d'abord ma joie de vous rencontrer et de vous retrouver aussi à l'occasion de cette première édition du Salon du Livre Audio en Tunisie, organisée par les Alliances françaises de Tunisie, l'Alliance française de Bizerte, Tunis, Gafsa, Karouan et Djerba. Je dois remercier et féliciter celles et ceux sans qui ce salon ne serait pas possible. Alors, merci d'abord à vous toutes et tous d'être présents. Un grand merci à l'Institut français de Tunisie, Sarah Gorbal, Chérine Lakdar, et à Rajeb Ben Slema, la directrice de la Bibliothèque nationale de Tunisie qui accueille cet événement. Un grand merci à son équipe aussi. Voilà. Et puis, bien sûr, je n'oublierai pas de remercier surtout Cécile Paluzinski, la présidente de l'association La Plume de Pan. Cécile, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends bien. Voilà, donc je te cède la parole. Voilà, bon après-midi. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci Nada pour cet accueil. Peut-être pour rappeler l'historique, je crois qu'on peut se réjouir de la tenue du Salon du Livre Audio de Tunisie aujourd'hui, parce que les premiers échanges avec la Tunisie ont été initiés en 2010, proposé de mener une expérimentation livre audio en classe de FLE, donc en partenariat avec l'Institut français de Paris qui nous avait mis en contact avec toi, et puis avec Gallimard qui avait travaillé sur 2 titres de livres audio. Et c'est vrai que le réseau des alliances françaises de Tunisie s'était particulièrement emparé du sujet, avec des restitutions qui ont été faites l'année suivante à Strasbourg, et c'est là qui a germé ce projet de salon du livre audio de Tunisie, donc qui a pris un peu de retard pour les raisons qu'on connaît tous, et donc je me réjouis vraiment aujourd'hui que cette première édition puisse se tenir, et puis j'espère que les échanges liés seront la promesse d'échanges futurs entre la France et la Tunisie, et qu'on se retrouvera l'année prochaine pour une 2e édition. En tout cas, je vous souhaite à tous voilà, de bons ateliers. Merci Nada. Merci Cécile. Merci beaucoup. Donc, je suis Manel Ghazouani, je suis la directrice de l'Alliance française de Kérouan. Je serai aujourd'hui en co-modération de cette première table ronde avec Cécile. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir dans cet après-midi, d'accueillir aussi nos chers intervenants. Donc, pour appréhender le livre audio dans tous les angles, dans tous les angles. Alors, on va commencer peut-être dans un premier temps par un état des lieux en France et en Tunisie. Et je vous cède la parole, Cécile. Oui, merci beaucoup. Alors, peut-être pour commencer cette table ronde, je vais me tourner vers Paul Duboucher. Donc avec qui, comme je le précisais précédemment, on avait mené cette expérimentation livre audio. Donc peut-être une présentation rapide. Après avoir enseigné la philosophie, Paul Duboucher s'oriente vers l'édition et la littérature de jeunesse. Musicienne, elle crée le département musique de Gallimard, dont elle assure la direction éditoriale. Elle écrit de nombreux romans et albums pour la jeunesse, dont Chant Luna, édité aux éditions Gallimard Jeunesse, et le journal d'Adèle chez Folio Junior. Après l'hommage rendu à sa mère en 2011 dans Emporté, elle signe en 2018 Debout sur le ciel chez Gallimard, un récit dédié à son père, André Duboucher, qui reçoit en 2019 le prix Anna Benoît de l'Académie française. Bonjour Paul, je suis ravie de te retrouver à distance aujourd'hui, peut-être pour poser le cadre de ce premier atelier, une définition du livre audio et puis peut-être indiquer les spécificités qui sont propres au livre audio jeunesse.
Bonjour Cécile, c'est assez inédit d'avoir une interlocutrice derrière soi, mais on va essayer de faire avec. On entend là. Une définition du livre audio. Alors le livre audio d'abord il est, comment dirais-je, il est protéiforme, il revêt de multiples formes, on aura l'occasion je pense de les aborder au cours de cette table ronde, et je vais essayer d'en donner une approche justement générique pour l'instant. Dans le livre audio il y a livre, et j'ai envie de dire que le livre audio c'est tout ce qui partant du livre fait son. C'est l'extrapolation sonore sous toutes ses formes, en fait, avec un comédien, mais ça peut être aussi avec plusieurs comédiens, avec ou sans musique, avec une mise en scène sonore ou sans mise en scène sonore, avec des bruitages ou sans bruitage, avec un objet qui est un livre ou un CD ou avec sans objet, puisqu'on sait aujourd'hui que l'évolution technologique propose d'autres approches. Et on peut dire que le livre audio, on part du livre et on y revient d'une certaine manière. Et le livre, c'est ce qui est le plus puissant vecteur de la culture, quel que soit l'âge, pour les adultes comme pour la jeunesse. Et la voix, c'est ce qui relie les êtres humains les uns aux autres. Donc c'est une manière de dire, et j'ai envie de commencer là-dessus, que le livre audio ou le livre oralisé, c'est un des éléments clés de la culture et qu'on est vraiment conscient d'être à ce point-là de la diffusion de la culture. Et cette diffusion de la culture, elle commence bien évidemment tout simplement chronologiquement avec la jeunesse et avec le livre audio jeunesse. On aura peut-être l'occasion d'en parler après quand on évoquera l'histoire audio, mais tout simplement le livre audio jeunesse, c'est ce qui a d'abord toujours existé. Et si on veut catégoriser cette présentation comme ça un peu générique du livre audio, on peut la diviser en 3 ou 4 que je vais essayer de vous illustrer avec des objets. La toute première étape, c'est ça. La toute première étape, c'est ça. Alors, il se trouve que c'est des livres Gallimard, mais il y a tout à fait d'autres éditeurs qui sont bien évidemment représentés. C'est le livre à puce. Pourquoi le livre à puce? Parce que pour les moins de 3 ans et les moins de 2 ans, et ça a été une préoccupation des éditeurs jeunesse tout de suite, comment un enfant peut manipuler et avoir en même temps du son et pouvoir manipuler des images. Il n'y a pas d'autre moyen que de mettre le son dans les pages. L'idée des puces, c'est vraiment ça. C'est je fais un geste, ça fait un son. C'est vraiment le tout premier acte du moi sujet. Enfin, au passage, d'ailleurs, c'est les prémices du geste musical, puisque je fais un geste, ça fait un son. C'est comme ça qu'on devient musicien. La deuxième étape, c'est cette étape-là, qui est livre CD. Encore une fois, on parlera des supports, c'est pas le moment, c'est juste pour parler de la fonctionnalité. Avec un livre CD dans lequel il y a une histoire, des images et un texte, le propos, c'est de dire qu'il y a beaucoup de manières différentes de raconter une histoire. On peut raconter avec des mots écrits, mais là, à cet âge-là, c'est pas encore lire, avec des mots entendus, mais on peut aussi raconter avec des images, on peut raconter avec de la musique, et on peut raconter avec des bruitages. Et c'est une manière c'est un puissant désinhibiteur, je ne sais pas si c'est le mot, pour l'enfant à qui on peut dire, toi aussi tu peux raconter comme tu veux. La troisième étape, c'est cette étape-là, c'est à partir de, je dirais, l'âge de la lecture plaisir, c'est-à-dire vers 8-10 ans, où là, le rapport texte-image, là les choses d'ailleurs peuvent se faire avec ou sans support livre, mais le rapport texte-image, quand le livre est là, est radicalement différent. C'est-à-dire que l'image, le livre n'est pas nécessaire, il est complémentaire, et le rapport entre le sonore et l'image est un rapport de validation. L'enfant, il peut lire, il peut écouter, il peut avoir besoin de l'image ou pas pour valider ce qu'il entend, et inversement. Dans tous les cas, c'est vraiment cette idée que c'est l'interactivité pendant toute la période de l'enfance c'est vraiment la mise en relation des différentes perceptions qui est puissamment porteuse de sens et qui va
participer à l'ouverture au monde, à l'intelligence du monde de l'enfant. Et la quatrième étape, c'est le livre audio adulte, qui encore une fois peut se présenter soit sous cette forme-là, c'est-à-dire avec un objet physique, soit, et c'est de plus en plus le cas maintenant, en version dématérialisée, numérique, en passant par des plateformes dédiées. Voilà, je fais un petit tour d'horizon, peut-être un petit peu long. Merci Paul. Alors tu évoquais effectivement l'historique du livre audio. On peut peut-être quand même rappeler que s'il y a un enjeu. Oui. Au moment des dernières années, on est quand même en France un marché relativement récent. Tu peux peut-être nous en rappeler les principales étapes? Alors l'historique du livre audio, encore une fois, comme je disais à l'instant, il est très différent selon qu'il s'agit du livre audio jeunesse et du livre audio adulte. Je vais commencer par le livre audio jeunesse, rapidement, encore une fois. Le livre de jeunesse, on a tous entendu Pierre et le Loup, par Gérard Philippe, Le Petit Prince, La chef de Monsieur Seguin par Fernandel, tout ça sur les 33 tours, la magnifique collection des petits ménestrels. Ça, c'est la grande époque du 33 tours. Ensuite, dans les années 70, c'est la cassette. C'est important de dire que les années 70, c'est l'éclosion du marché de l'édition jeunesse. C'est post-68, l'enfant devient un sujet, donc il devient un marché. Et c'est vraiment l'explosion de toutes les grandes maisons d'édition jeunesse, c'est 70-80. Et en même temps que ces collections se développaient, sont arrivées les cassettes. Et les cassettes sont vraiment contemporaines de ce nouveau marché. Et c'est une contemporanéité qui est importante parce que ça dit que le sonore a toujours été associé à l'édition jeunesse. Ça, c'est pas nouveau. C'est les formes qui sont différentes. La grande révolution des années 90, c'est que pour la première fois, des éditeurs jeunesse ont créé des départements dédiés au sonore avec création et collectif de créateurs qui d'emblée créaient à la fois solliciter des auteurs, des illustrateurs, des compositeurs, des comédiens au même stade de départ de la création. Et ça n'existait pas avant. Et c'est vraiment aussi, je pense, un moment à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire du livre de jeunesse. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le livre de jeunesse, il a vraiment fait ses preuves d'un point de vue de vertu pédagogique et des preuves qui ont même été abondamment chiffrées, puisque je fais toujours référence à cette étude, je pense qu'il y en a eu depuis, mais en tout cas celle-là est quand même particulièrement parlante. En 2016, il y avait une étude américaine diligentée par l'organisme Wested, qui s'occupe de l'éducation américaine, qui avait calculé qu'un enfant qui écoutait 2 fois par semaine 20 minutes de livres audio améliorait puissance 3 sa maîtrise de la lecture, puissance 4 son désir de lecture, et puissance 7 ou 8, je ne me souviens plus exactement, mais c'était vraiment considérable, sa maîtrise du vocabulaire et de la syntaxe. Donc il y avait vraiment des vertus qui ont été clairement identifiées aussi par les prescripteurs. Le livre audio adulte, c'est une autre histoire, et c'est vraiment un autre historique. Dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis et dans le Royaume-Uni, ça existe depuis très longtemps, depuis les années 60-70, et c'est même florissant depuis les années 80. On peut expliquer ça, je pense, aussi par des questions de pratique, le commuting, les voyages en voiture entre la maison et le travail, la maison et les écoles, etc., qui n'est pas du tout le même qu'en France. En Allemagne aussi, ça existe depuis très longtemps, aussi pays de grande culture de librairie. En France, c'est beaucoup plus récent, et à l'inverse, on peut aussi imaginer qu'il y a un attachement au livre et à l'objet livre beaucoup plus sacralisé, je pense, que partout ailleurs, mais toutes ces raisons sont des faisceaux de raisons, elles ne suffisent pas en elles-mêmes à expliquer le retard français. Retard bon, il y avait dès les années 80-90 des éditeurs historiques comme Frémaux, comme Télème, comme les éditions des femmes, pour ne pas les citer, qui ont commencé. Mais disons que l'arrivée massive d'éditeurs dédiés, issus de grands éditeurs généralistes, elle date effectivement de l'arrivée de Gallimard en 2004. Et ensuite, l'historique
l'historique ne fait que s'accélérer, parce que 2005-2006, c'est Lire dans le Noir, Radio France qui crée son propre département. 2008, c'est la création d'Audiolib, le groupe Hachette. 2010, je parle sous ton contrôle, je crois que c'est la plume de Pan, enfin c'est à mettre avec l'institutionnalisation qui accompagne la création des éditeurs sonores. Plus récemment, en 2018, l'ITZI, c'est-à-dire le groupe Editis. Et vraiment les années, la charnière, je dirais, dans le fait qu'aujourd'hui ça explose littéralement, c'est vraiment la dématérialisation et surtout la démocratisation des outils dématérialisés, des smartphones, etc., qui explosent à partir de 2015. Donc le livre audio, il a vu ses courbes de vente se verticaliser littéralement depuis 2015-2016, avec encore une étape supplémentaire avec le confinement, et ça, on peut le comprendre à la fois pour des raisons pratiques, mais aussi, je pense qu'il y a un phénomène beaucoup plus profond de retour aux sources que le confinement a activé, avec cette espèce de besoin voilà, dans des moments de vérité, on revient un peu à l'essentiel. Et voilà ce que je pouvais dire maintenant, avant de laisser la parole à mes camarades. Peut-être, juste très rapidement, avant de donner la parole à Manel, si tu peux, parce que tu as parlé effectivement de cet enjeu de développement d'un marché pour les enfants. C'est aussi qu'en France, pendant longtemps, le livre audio a été associé à des notions d'accessibilité. Pardon, tu as raison, j'en ai pas du tout parlé. Tu as si tu peux, voilà, juste nous dire rapidement oui. À quoi ressemble le public du livre audio. Absolument. Effectivement, le livre audio a été, je pense, quelque part desservi par le fait qu'il ait été associé pendant très longtemps au handicap, c'est-à-dire aux personnes non-voyantes ou personnes âgées, enfin, qui ne voyaient pas bien non plus. Et du coup, il existait à ce moment-là, mais de manière non professionnalisée, c'est-à-dire qu'il était pris en charge par des associations et des donneurs de voix, mais qui n'étaient pas des comédiens professionnels, ce qui change quand même tout. Et je pense qu'il a en France été pénalisé par cette association. Je pense qu'il est sorti aujourd'hui vraiment de cette ornière, en fait, aujourd'hui le public du livre audio, il est tout public. Il est vraiment, il concerne les enfants, les jeunes. Alors, des études ont montré que encore une fois, voilà, il faut prendre avec des pincettes les études, mais enfin, je dis quand même que les personnes les plus grands lecteurs, audio-lecteurs, sont d'abord des lecteurs, donc des grands lecteurs, des gens qui aiment la lecture, souvent des femmes en pleine activité professionnelle, donc pas du tout ni des personnes qui ne travaillent plus, ni des personnes qui ont du mal à lire, mais c'est plutôt le contraire. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que les personnes âgées ou malvoyantes n'utilisent pas le livre audio. Et nous avons eu récemment donc, le festival Vox du livre audio qui s'est tenu en France, au cours duquel un intervenant non-voyant a mis l'accent sur quelque chose qui personnellement m'a beaucoup touché parce que je n'y avais pas pensé, c'est que le livre audio professionnel, dans la mesure où nous autres, éditeurs de livres audio, nous mettons sur support sonore, finalement, tous les catalogues, tous les auteurs contemporains, ceux qui arrivent maintenant, c'est Léla Slimani, c'est Hervé Letellier, enfin tous les auteurs contemporains, on le met aussi à disposition des non-voyants, des malvoyants qui jusqu'alors n'avaient accès qu'aux auteurs dans le domaine public. Et il disait, cet homme, que pour lui c'était vraiment une nouvelle occasion de partage avec le reste du monde. Donc c'était vraiment une ouverture et j'avais envie aussi de le citer. Est-ce que j'ai tout dit, Cécile ? Oui, merci beaucoup. Paul, je vais rendre la parole à Manel. Merci beaucoup, Cécile. Merci, Paul. Donc, nous reviendrons alors en Tunisie, donc avec M. Habib Zong, donc c'est le directeur général de la maison de livres. Alors, M. Habib, alors, donc, madame, donc, avec Paul, on a parlé des différents cibles, donc, on a parlé aussi des investissements portés par des éditeurs, par des radios. On a parlé un petit peu de l'historique du livre audio et tout. Alors, nous en Tunisie, alors notre situation, nos enjeux. Bonjour tout le monde.
bienvenue. Et le livre audio en Tunisie, ça pose une grande problématique, sachant que le livre en papier aussi, il a ses ailes, quoi. Le livre audio reste toujours dans la cible d'un public très très pointu, qui sont les malvoyants ou les déficients visuels, alors que on salue aussi des efforts donc des éditeurs comme Arabesque. Je salue Simon pour ses efforts, qui étaient des premiers qui s'est engagé dans le livre audio. Ça, c'est une première en Tunisie. Et pour nous, libraires et éditeurs, nous ne misons pas sur ce public-là, parce que ça coûte énormément cher au point de vue financement. Et nous avons en Tunisie une faille, que c'est la distribution aussi. Donc la distribution sur le territoire tunisien, même pour le livre en papier, en format papier, ça pose problème, parce que ça nécessite beaucoup d'efforts et surtout avec les moyens de distribution, avec les circonstances, les procédures en vigueur, donc la vente en dépôt, alors qu'un éditeur comme Simon, par exemple, qui a fourni un effort inégalé, je ne sais pas s'il est possible pour lui de mettre en dépôt des livres à Gafsa ou à Kérouan et reviendrait après 3 semaines ou 3 mois rechercher les ventes. Donc ça pose problème pour nous. Autre chose que le public, notre public cible, surtout pour les malvoyants, nous ne pouvons pas leur vendre des livres audio, parce que c'est toujours en dépit de l'argent, en dépit du financement. Ce sont les associations qui aident à acheter des livres pour les non-voyants surtout. Alors que nous, comme libraires et éditeurs aussi, intervenant dans la chaîne du livre, nous essayons toujours d'améliorer ou d'élargir notre public. Comme par exemple, cité tout à l'heure, les engagés, ou les gens qui travaillent ils n'ont pas de temps à lire. Et aussi, ça pose problème aussi parce que nous, avec les nouveaux moyens donc, de communication comme les réseaux sociaux, la mobilité est devenue donc très rapide, et le manque du temps aussi. Donc le livre audio, ça devient une nécessité qui doit être donc aller avec donc, le livre en papier. Alors, et est-ce que vous considérez que la crise sanitaire, le confinement, c'est une opportunité en Tunisie pour vraiment encore revoir l'importance du livre audio en Tunisie? Je pense, au début du confinement, donc, que le livre audio doit être une opération citoyenne. Donc en Tunisie, on doit mener cette opération, on doit s'engager, nous, dans la chaîne du livre, quoi que ce soit libraire, éditeur ou importateur de livres, nous devons donc améliorer la vente du livre audio, et nous devons aussi donc exploiter d'autres moyens de diffusion. Si le confinement il a aidé à trouver d'autres moyens pour donc, se satisfaire de la lecture par tout ce qui est audio, parce que c'est numérique, par tout ce qui est autre support de lecture, mais aussi donc on doit penser réellement aux autres moyens, aux autres conditions pour développer ce secteur. D'accord. Donc là, nous sommes dans les premières phases peut-être d'un marché, un potentiel marché en Tunisie. Oui, tout à fait. Mais que ce soit donc une mission portée par les intervenants de la chaîne du livre en Tunisie. Donc espérons que par rapport aux recommandations de ce salon du livre audio,
vraiment comment voir des pistes pour vraiment booster la production de livres audio en Tunisie? Oui, espérons bien que le salon du livre audio soit donc le tremplin pour aller chercher d'autres éditions du salon, que ça ne s'arrête pas ici, et que les résultats de cette rencontre s'émanent sur tous les lecteurs. Et que aussi je dois insister sur une chose, donc l'engagement citoyen des intervenants de la chaîne du livre. Ça, c'est primordial. Exactement. Merci beaucoup, M. Arbib. Bien. Donc, avec Paul et M. Arbib, donc, on a parlé un petit peu de la production, si je pourrais dire ça, donc, du livre audio entre la France et la Tunisie. Maintenant, donc, comme a évoqué déjà Paul aussi, M. Arbib, que les premières finalités, c'était pour les malvoyants. Peut-être avec Marie-Pierre et M. Robin, on va découvrir d'autres finalités. Donc, je vais donner la parole donc, à Marie-Pierre, qui a donc eu le courage pendant le confinement de travailler sur 10 pièces de théâtre pour les rendre donc, sous format audio. Et pour pouvoir, alors pendant cette crise, donc, donner la chance donc, aux différents publics donc, de savourer des pièces de théâtre en format audio. Donc, Marie-Pierre, donc, je te donne la parole. Donc, nous sommes... Bonjour. Nous sommes une petite maison d'édition. Nous avons à peu près 10 ans. Nous fêtons 10 années. Voilà. Je suis cofondatrice avec un musicien, en fait. Voilà, Christian Beck, qui est musicien baroque, c'est exactement. Voilà, donc nous œuvrons spécialement dans le théâtre contemporain, dans la traduction et la pédagogie pour les enfants, etc. Et des livres bilingues, et notamment une collection qui s'appelle Les Incursions, c'est-à-dire comment apprendre aussi en tant qu'auteur à écrire ensemble et à lire ensemble ses propres textes. Voilà, pour que ça devienne un seul texte. Voilà. Il y a d'autres choses, sinon je voulais rajouter que dans cette expérience si particulière du confinement, on s'est demandé comment, au moment où tout fermait, c'est-à-dire que la chaîne du livre de théâtre, comme on peut dire clairement que c'est une niche, et que cette grande niche a besoin des théâtres, les théâtres étaient fermés. Très souvent, les librairies se situent dans les théâtres, donc c'était fermé aussi. Comment explorer et continuer à travailler avec nos propres auteurs, c'est en leur donnant la parole. Donc on a pris la position avec Christian Beck d'ouvrir dans quelques minutes de leurs paroles, de leurs écritures. Et pour moi, je voudrais dire, et je sais que Robin va le dire aussi bien que moi, mais il y a quelque chose de fascinant de s'approprier les mots des autres lorsqu'on se met à les entendre et à les dire, hein, en fait, parce qu'on a fait aussi un mélange, c'était des comédiens qui lisaient les textes des auteurs ou des autrices. Et ça devient vraiment une parole. Et cette parole, elle devient action. Et cette action, qu'est-ce que c'est une action parole? C'est qu'on devient un acteur des mots des autres. C'est ça qui m'a intéressé beaucoup dans cette expérience-là. Cela devient audible à partir du moment où c'est une parole intelligible, donc sensible pour tout un... comment dire, tout un public, en fait, tout un public qui n'existait pas jusque-là et qui s'est branché en fait sur juste une connexion, parce que effectivement ce n'est pas un livre audio dans la mesure où c'était une expérimentation. Je pense que tu m'as invité pour ça, pour parler d'expérimentation personnelle en fait. Exactement. Voilà. Et est-ce que vous pouvez un petit peu nous partager avec nous
Alors, le retour donc, de votre public par rapport à cette expérience, parce que vraiment, on n'a pas l'habitude vraiment d'écouter des pièces de théâtre. Ah oui, donc alors le théâtre multiforme, il peut être un théâtre avec juste un pupitre, et puis déjà le théâtre existe grâce aux comédiens, donc grâce à la voix qui est portée, grâce à l'auteur qui est au cœur peut-être de ce texte, enfin, peut-être c'est même sûr, la prosodie, etc. Et on a découvert un nouveau public qui se connectait simplement en espérant d'ailleurs que cela puisse devenir un livre audio. Et ce sont plutôt des adultes, des jeunes Ah, ce n'était que des adultes. D'accord. Voilà. Ce n'était que des adultes, des associations. D'accord. Et c'était quel type de théâtre que vous avez eu le courage de passer en cette première expérience? Ce qu'on appelle des livres exigeants. Théâtre exigeant. Je n'ai pas ma formule d'ailleurs, c'est celle de M. Benedetto. C'est ça, pour lorsqu'on a réouvert le festival MOF. Et il disait que le théâtre, ce théâtre-là, qui est un peu fui par le public, était revenu au devant de la scène, c'est-à-dire, je pense vraiment un théâtre de parole, le théâtre où l'on entend le poétique, le théâtre où il y a un chant sensible, et puis des sujets de société peut-être brûlants. On n'a pas tellement l'habitude d'entendre. On a toutes les tragédies, on a tout le théâtre antique, mais en contemporain, il y a le théâtre documenté avec que ça soit même la radicalisation jusqu'à le théâtre politique aussi. Et c'est ce public-là qui s'est mis à réécouter volontiers les textes. D'accord, merci. Et je voulais peut-être essayer de vous faire entendre, si on a le temps. Alors, Cécile, alors, pour peut-être 2 minutes. 2 minutes, on essaie. En attendant que Marie-Pierre fait le réglage de sa séquence audio. Alors Cécile, je te donne la parole. Oui, peut-être pour finir ce premier tour de table, on va se tourner vers Robin Renucci, qui est comédien, réalisateur et scénariste. Et pour l'introduire, je voulais reprendre une phrase trouvée sur le site des Tréteaux de France. Je veux partager ma conviction et dire le défi que je veux relever. Création, transmission, formation, éducation populaire doivent se conjuguer, se réinventer ensemble. Si vous voulez bien, Robin, j'aimerais vous inviter à partager les différentes actions que vous menez avec les Tréteaux de France, parce que je pense que ça en dit aussi beaucoup sur les enjeux de la lecture à voix haute. Alors, je vais allumer mon petit micro.
bonjour à chacune et à chacun. Merci de m'inviter à échanger avec vous. Donc, alors, brièvement, oui, les Tréteaux de France est un centre dramatique national. Nous avons la chance en France d'avoir un service public très important qui consiste à ce que nous puissions permettre à chacun de vivre une expérience esthétique, une expérience de pratique, une expérience de critique qui concerne la capacité, dans les droits culturels que nous avons, de donner à chacun cet accès au travail de culture. Je dis le travail parce qu'il y a une grande participation de la personne et que ce n'est pas seulement une chose qui descendrait du haut vers le bas, et à chaque personne son tremplin, sa piste d'envol. Donc les Tréteaux de France, c'est un centre dramatique, il a cette particularité d'être itinérant, il va à la rencontre des publics là où le théâtre ne va pas. Mais je suis, si vous permettez bien, dans le cadre du livre audio, j'ai très envie d'échanger avec vous à ce sujet. Donc évidemment, la question qui est nommée à plusieurs reprises, c'est la question de la citoyenneté, c'est la question de l'émancipation, et donc cette capacité que nous avons à avoir une expérience ou pas dans notre vie, qui fait que la grande différence et le grand privilège de nos sociétés, c'est celui qui a la langue et celui qui ne l'a pas. Pour pouvoir être un citoyen et agir démocratiquement, être capable de choisir ses représentants, écouter la langue et la critiquer, et y avoir sa part, c'est une responsabilité de chacun qui a une possibilité d'enclencher un acte politique. Or, c'est un acte politique ce que vous faites, puisque vous évoquiez l'émancipation à travers cette citoyenneté. Donc le livre audio, le livre, comme disait Paul, c'est quelque chose qui nous relie les uns avec les autres. Un livre, c'est une parole couchée par un poète, par un auteur. L'objectif, s'il est l'émancipation et la capacité que chacun s'approprie pour soi-même et pour devenir citoyen, l'enjeu, c'est-à-dire ce que l'on met en jeu, c'est en effet cette pratique de la langue, pratique de la lecture. Donc lire, c'est les gérer, c'est relier les uns avec les autres. L'objet, c'est le livre. Audio, c'est écouter, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'entendre, parce que l'oreille n'a pas de paupières. On peut tout à fait fermer nos yeux dans certaines circonstances face à la violence des images, mais l'oreille, elle n'a pas de paupières. Donc elle écoute tout ou pas, mais elle entend toujours. Et ces sons arrivent à l'oreille. Donc écouter, c'est le sens de l'étymologie de audio, ce qui veut dire une participation réelle. Et il y a dans cette expérience quelque chose qui est de l'ordre esthétique, c'est-à-dire la beauté de ce que l'on entend. On écoute quelque chose de beau. Il y a une expérience qui est artistique, je dis le mot artistique y compris pour celui qui est l'écouteur. C'est-à-dire qu'il n'y a d'œuvre que par l'oreille, il n'y a de tableau que par le regard de celui qui le voit. Et il n'y a de lecture dite et énoncée à voix haute que par celui qui l'entend. Donc sa participation est artistique, c'est-à-dire que c'est une activité d'écouter. Pas la même chose encore une fois qu'entendre. On entend tout et on ne peut rien, on peut ne pas écouter. Donc cette activité à la fois esthétique comme expérience pratique qui est donc artistique, et une expérience critique, c'est-à-dire qu'on est capable de comprendre et de ressentir ce que l'on entend et ce que l'on écoute surtout, et se l'approprier. Donc cette appropriation, voilà le travail qui est un sujet formidable depuis l'enfance et aussi tout au long de sa vie. C'est ce à quoi j'essaie de participer le plus possible, c'est que quand on lit un texte à voix haute, il est fait pour être entendu, donc c'est une adresse à l'autre, à travers des outils techniques. Et vous voyez que cet outil-là, il est très traître, parce que si nos buccales sont trop fortes, c'est-à-dire tout d'un coup je me mets à vous parler comme ça, et tout d'un coup vous voyez ce que ça fait dans votre oreille, c'est-à-dire il n'y a plus du tout d'adresse, il y a quelque chose, il y a du son qui vous parle. La différence, c'est cette adresse nécessaire pour que notre évolution technique, la richesse que nous avons pour nous relier à travers la civilisation, les siècles, vous savez qu'on lisait à voix haute jusqu'à Saint-Augustin, en gros, plus tard on a lu en soi-même à voix basse, mais ce qui nous relie, c'est bien ce dont il est question aujourd'hui, et c'est un grand objectif politique, au milieu de tous ces outils techniques qui captent notre attention, qui détruisent également la relation que nous avons. Alors c'est merveilleux d'avoir une capacité à être à distance comme cela, à condition que nous en fassions un vrai soin
et que cela ne nous empoisonne pas. Or, les outils sont les mêmes pour nous empoisonner qu'en médecine, que pour prendre soin de nous. Donc, le livre audio, c'est un outil technique qui a pour projet l'imaginaire, qui est la grande bataille de l'homme. La grande bataille de l'homme aujourd'hui, plus que jamais, c'est la question de l'imaginaire. C'est la question primordiale pour l'enfant, car pour qu'il devienne un humain, il faut qu'on soit capable de symboliser, c'est-à-dire de faire des images en lui-même, des représentations du monde, s'imaginer, se transformer avec cette capacité qui va seule. L'animal ne l'a pas. C'est notre spécialité humaine que d'imaginer, et c'est la grande bataille également de tous ceux qui veulent détruire notre captation de cette imagine, notre capacité à imaginer par des outils de captation qui sont les mêmes, qu'on appelle des outils culturels, des industries de programmes qui viennent faire que nos enfants sont sidérés plutôt que dans un désir d'imagination. Le conte, la lecture de la maman à son enfant au bord du lit est essentielle, la présence de la personne est essentielle. À travers la voix de quelqu'un et la distance technique, on peut retrouver cette proximité à condition que ce soit dans le projet politique que j'évoque, de relier et de créer de l'imagination chez celui qui écoute. La question, elle est chez celui qui est destinateur de quelque chose et non pas seulement le destinataire. Si vous voulez. C'est pas comme en technique. Une émission, une réception est un signal. Ce qui se passe entre nous, c'est un signal. Pour nous, c'est ma voix agrémentée de cela. Et pour la personne qui les écoute dans l'écran, elle reçoit un signal. Or, ce signal, encore faut-il qu'il devienne symbolique, c'est-à-dire qu'elle puisse permettre la réalisation de la compréhension et de l'image. Vous voyez? Donc la présence, elle reste fondamentale. J'espère que les relations humaines vont rester en présence réelle. L'outil technique peut amener du lien à condition que le projet ce soit de nous relier, encore une fois, avec une qualité symbolique, c'est-à-dire d'imagination, qui fait que quand on est en train de se parler à distance ou ailleurs, le cerveau de celui qui reçoit un conte, une image, autre chose, fasse fleurir quelque chose en lui-même. Et en ce sens, je dis qu'il est destinateur et pas seulement le destinataire du signe. Il devient le destinateur, lui-même, il entend, il comprend, il achève le prix Goncourt que nous avons lu ensemble chez Gallimard. Oui, que j'ai lu, d'Hervé Letellier. Mon seul projet, c'était de faire que celle ou celui qui va l'écouter va être à l'oreille de l'auteur qui lui dit exactement les images qu'il veut que nous recevions. Oui. Sans que l'outil technique n'empêche pas, que l'acteur ou le lecteur ou la lectrice ne confisque pas l'imaginaire de l'autre. Vous voyez, tout ce travail très riche au fond de ce qui nous relie sans écran pour qu'il y ait davantage de porosité entre nous par rapport au nombre d'étanchéités auxquelles nous avons affaire. Donc c'est un travail politique. Que la Tunisie veuille à ce point s'engager dans ce domaine. J'y vois l'objectif de l'émancipation, j'y vois l'objectif que chaque enfant tunisien ait plus d'imaginaire pour transformer son destin, être plus acteur de sa vie. Et c'est pourquoi vous citiez l'éducation populaire, parce que c'est le projet de l'éducation populaire de permettre à chacun de devenir auteur, échapper à certains déterminismes de son destin. Et la lecture est de toute manière, depuis des millénaires, le seul réel objet de l'éclairer, l'égarer, nous relier par la capacité d'imagination que nous en tirons. Or, les enfants lisent de moins en moins et on capte de plus en plus leur cerveau qui les éloigne, en effet, de cette pratique. Et dès lors que, je termine sur cette phrase, Victor Hugo le dit très bien, dès qu'on donne la lecture à un enfant, donner la lecture, c'est donner le feu, dit Victor Hugo, chaque syllabe est une étincelle. Voilà. Merci beaucoup. Après ça, que dire? Peut-être juste une dernière question, c'est qu'on l'a bien compris, hein, vous êtes vous-même lecteur de livres audio. À l'aune de ce que vous venez de décrire et de l'enjeu de la lecture à voix haute, peut-être pour amorcer, on va dire, une découverte des coulisses de la production de livres audio, vous pouvez peut-être partager avec nous votre façon d'appréhender le texte quand vous êtes en studio. Alors, j'ai trouvé ça intéressant, vous disiez « nous avons enregistré » en parlant du titre Goncourt, et Paul a dit « non, tu as », mais je pense qu'il y a quand même du nous dans cette histoire de studio, parce que vous pouvez peut-être en parler l'un et l'autre, mais il y a un vrai dialogue aussi qui se noue entre eux, en tout cas une vraie écoute de la part de l'ingénieur du son, du directeur artistique quand
qu'il y en a 3, il n'y en a pas 2. Et comme tu disais tout à l'heure qu'il y a celui qui parle, il y a celui qui écoute, et que celui qui écoute, il crée aussi du sens. Mais moi j'ai l'expérience pour avoir, par exemple, d'avoir entendu lire l'Anomalie, de l'avoir déjà lu et de ne pas avoir entendu dans ma propre lecture, dans ma propre écoute privée, ce que toi tu m'as fait voir comme à travers le filigrane du texte. Je crois savoir que Hervé Letellier lui-même a découvert des choses qu'il ne savait pas avoir écrites. Donc je pense que c'est vraiment une ouverture extra large, une sorte voilà, la lecture audio, elle ouvre, tu parlais d'imaginaire, mais elle ouvre à tous les possibles de l'imagination de celui qui écoute, en fait. Oui, c'est ça. Là. Donc la part technique, c'est en effet une cabine, un technicien, une production, la productrice, le producteur de l'objet, et tout ça qui peuvent être des étanchéités, comme je dirais, des filtres intermédiaires. Quand il n'y a plus de filtres, ou que les filtres sont allégés, et qu'il ne reste plus que la parole couchée, relevée, et qui parvient donc à l'oreille de celui qui écoute, le travail est fait. C'est comme un focus qui se fait en photographie, le point est fait, ça devient très clair entre la pensée qui a été couchée par l'auteur, relevée par l'interprète, mais interprète veut dire ce qu'il veut dire. L'interprète, c'est un traducteur, notamment. L'interprète d'une langue étrangère, si vous aviez, on a à traduire en tunisien ce que je dis, la personne ne va pas inventer d'autres mots. Elle va tenter de traduire dans une langue étrangère au plus près la pensée de celui qui dit. Donc interpréter, c'est pas avoir des idées sûres, c'est traduire très exactement. Et le travail de l'interprète, c'est donc de traduire cette parole couchée dans sa propre langue à lui, en faire l'écho suffisant pour que ça développe l'imaginaire de l'autre. Alors, le travail, il est dans la syntaxe, qui est l'objet même de l'école, si l'on pouvait, c'est le travail de la syntaxe, c'est-à-dire des mots qui vont ensemble. Il est dans le repère d'un sujet et d'un verbe, et la langue française, elle n'a pas d'accent tonique, comme vous le savez. Donc elle est plus complexe parce qu'elle n'a pas d'accent tonique par rapport aux langues latines. Donc c'est la rendre la plus claire possible au niveau des syntagmes, c'est-à-dire des mots qui vont ensemble. Un verbe, c'est pas un verbe simple, c'est un verbe qui a plusieurs éléments, et plus on est droit dans cette lecture, et plus on fait une photographie qui apparaît dans le bac de son arrivée à la lumière, si vous voulez, la limpidité se fait par la clarté des syntagmes. Voilà, ça c'est la langue française, qui n'a pas d'accent tonique. La syntaxe, la phonétique est essentielle, c'est un auteur, il écrit avec des sons, et s'il écrit bien, il sait organiser les sons entre eux, donc c'est déjà le début de la poésie. C'est un travail d'interprétation qui veut dire simplement repérer dans le graphe du papier la construction d'une écriture. Et chaque auteur a son écriture singulière. Et la rencontre de la singularité de celui qui écoute avec celui qui lit, ce sont trois singularités qui se mêlent et qui doivent être comme un focus, comme je le disais, sans calque, comment dire, sans, oui, je veux dire sans flou, sans calque. Ça doit être une entre l'écriture, l'interprète et l'auteur, l'éditeur. Donc on va reparler de la question technique. Donc en effet, le studio, il ne doit pas enlever ça. Merci beaucoup. Cécile, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Merci. D'accord, ok. Donc, avec... Merci. Juste avant de finir, alors, juste Marie-Pierre. Justement, parler de la technique et de l'imaginaire, et de faire le lien avec ce que disait Robin. Justement. Donc, nous, avec Robin et avec Marie-Pierre, on vient de découvrir des nouvelles dimensions, des dimensions qui touchent à l'engagement envers notre citoyenneté, envers notre démocratie, pour l'émancipation des jeunes, des adultes. Donc, on va juste écouter un petit peu un passage avec Marie-Pierre, et puis on va garder, donc là c'est 14h50, 10 minutes pour un échange avec vous. D'accord? Alors, si près des profondeurs de Camille Davan, je parlais d'exigence, effectivement, c'est un texte totalement écrit à partir des migrants
Elle a fait un lien énorme avec la migration des populations migrantes à Paris, dans certains quartiers. Elle avait même, parce qu'elle a pris l'histoire de quelqu'un, été voir une avocate qui lui a permis d'avoir après des cours de français et d'avoir des papiers aussi en règle, etc. Donc voilà, il y a toute une histoire et donc c'est la difficulté d'un marin à recevoir ces migrants sur son bateau et en même temps il y a cette belle déesse qui choisit à la fois qui doit vivre et qui doit mourir. Donc c'est un peu particulier. C'est Iemanjá, en fait, la déesse brésilienne. Ça va marcher. Sinon, s'il y a des... Entre-temps, donc s'il y a des questions, donc avec... si je pourrais prendre, donc avoir les noms. Alors, Cécile, à 15h, donc, avec la marée, il y a le jour, mais pas... Mais c'est bien que vous soyez là. Je peux à présent vous expliquer les raisons de ma présence ici. Vous êtes prêts? Ouais. Je sauve les gens qui se noient dans l'eau, c'est mon métier. Si je peux, je sauve aussi ceux qui se noient dans leur tête. Je les sauve de la catastrophe, de l'implosion, de la maladie mentale. Je précise que je parle de nous. Oui. Beaucoup d'entre nous ont besoin d'être aidés. Beaucoup sont noyés dans le mauvais sens. Je suis là ici pour vous aider. Problema di dinheiro, colesterol epitelial. Disturbo emocional, crise no amor qui ne reviendra pas. Impotencia sexuelle, boire à jeun une infusion de gingembre, piment, pétale de rose. Après, vous ne me verrez plus, mais je serai toujours là. J'entendrai vos prières. En échange, vous pourrez donner des fleurs, des petits objets, des bougies, en offrant dans la mer. Danser ensemble en cercle, lancer des feux d'artifice. Je vois les gens sourire. Ceux qui m'honorent se rappellent leur vraie nature. La joie balaye la fleur. Ils repensent à leurs femmes, leurs mères. Et les femmes se rappellent qu'elles sont puissantes comme les flots marins. Mais j'ai oublié de vous dire que j'ai peur. Ici, on ne fait que penser toute la journée. On pense à ce qui s'est passé, ce qu'on a perdu, ce qu'on n'a pas encore gagné, ce qu'on pourrait faire si on avait ce papier-là et ce truc-là, mais qu'on ne peut pas faire tant que... On veut aider les amis. On va avec eux au rendez-vous avec l'administration. Et c'est douloureux si leur situation avance plus vite. Et c'est douloureux si leur situation n'avance pas. On se compare et on pense à soi, à nos situations irrévocablement figées dans le temps. Il y a quelques jours, à table, un Soudanais m'a demandé si j'étais marié, si j'avais un travail ou si j'avais de l'argent. Et comme j'ai répondu non à tout, il m'a tourné le dos pendant tout le repas. Je m'habitue. Je ne m'étonne plus de ça, ni de voir des gens qui me souriaient et me parlaient et qui, du jour au lendemain, ne lèvent plus la tête quand ils me voient. Ils pensent tout le temps, eux aussi, comme nous tous. On n'est jamais sûr d'être vraiment quelque part. On n'est jamais sûr que quelque chose de mieux ne se passe pas ailleurs. On n'est pas sûr d'être dans le bon pays. Comme on ne peut pas vraiment avancer ici, on pense à là-bas. Je pense beaucoup à ma sœur, qui est restée dans le camp de l'ONU à Kalma au Soudan. Je m'inquiète, car les hommes qui restent font ce qu'ils veulent avec les femmes. On a voulu la marier avec un vieillard, parce que là-bas, il n'y a plus que ça.
Alors, un passage très émouvant. Mais alors, il y a le temps qui nous presse. Donc, je vais céder la parole à monsieur. Donc, voilà. Merci. D'abord, je souhaitais à nos invités la bienvenue en Tunisie. Ce débat est essentiel. J'espère qu'on en tirera quelque chose. J'ai été un des premiers éditeurs tunisiens à me jeter à l'eau en pensant que le livre francophone est le livre d'avenir, le support du futur. Et donc j'ai entamé une collection de petites histoires du patrimoine tunisien qui a très très bien marché parce qu'elle était bilingue en déjà tunisienne et en français. Et puis on s'est lancé dans d'autres expériences, un recueil de poésie d'une poétesse suissesse que nous avons publié à Tunis, puis un roman de Khawla Hosni, Le cauchemar du bathyscaphe. Alors, ça varie un peu, mais ce qui m'a un peu freiné pour la poursuite de cet effort et ce pari sur l'avenir, c'est qu'il y a un marché tunisien qui absorbe à peu près 90% de la production en ce qui concerne les petites histoires du patrimoine tunisien. On en a un peu en dehors de Tunisie, mais très très peu, par le biais d'associations. Nous avons essayé le travail avec Pollen, ça n'a rien donné. Rien donné. C'est zéro. Mais nous avons essayé avec les associations. Alter Libris, dirigé par Stéphane Malic, a été pour nous un excellent porteur. Elle a vendu les petites histoires du patrimoine, elle a vendu par les Tunisiens FISA, qui est exposé dans le hall, elle a vendu quelques unités de notre expérience sur le cauchemar du bathyscaphe. Alors, à partir de ce constat, je dis qu'il est absolument l'évolution de ce travail que nous ayons un marché francophone, un vrai marché francophone, où il y ait des échanges. Nous ne pouvons pas continuer à être un pays réceptacle ou un pays d'accueil sans pouvoir exporter quoi que ce soit de nos productions. Il faut que ça soit compris, c'est politique, ce n'est pas tout à fait ça. Il faut qu'il y ait des décisions, il faut qu'il y ait des budgets en amont pour encourager les maisons d'édition françaises, les producteurs français qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, à acheter des droits d'ici ou à prendre en charge la vente en grande quantité de livres tunisiens. C'est uniquement à ce prix-là que nous allons pouvoir continuer à produire de l'audiobook ici en Tunisie. Le reste, non, le marché est trop exigu. D'autant qu'il n'y a pas du tout de distribution horizontale. Vous savez mieux que moi. Le livre tunisien ne passe pas en Algérie, ne passe pas au Maroc, il ne passe pas en Libye, il ne passe pas en Égypte. Où voulez-vous qu'il passe alors? Donc ça, c'est la première chose. Donc, je voudrais que ça installe une réciprocité des achats de droits. Nous sommes, par exemple, ma maison achète des droits. J'ai acheté il y a 2 ans des droits chez Albert Michel pour des traductions vers l'arabe, nous avons réalisé, etc. Je suis prêt à avoir à acheter, mais il me faut vendre aussi. On ne peut pas continuer à acheter. Donc, à mon avis, normalement, il faudrait mettre en place ou développer les budgets de soutien aux livres francophones en essayant d'encourager les échanges dans ce domaine. Cette politique d'échange, elle est d'autant plus nécessaire que la distribution des produits, nos produits, est absolument nulle. Ça, c'est un sujet douloureux, lancinant. On le soulève dans toutes les rencontres et malheureusement, je n'ai pas eu d'écho de tout. Je participe aux réunions de la francophonie à Paris, ici à Tunis aussi. On lance toujours ces idées-là, mais il n'y a pas de suite, rien, aucune suite. C'est pour cela que je dis que le problème n'est pas culturel, il n'est pas technique. Il est technique après. Mais il faut qu'il y ait des décisions majeures, des décisions
où les maisons d'édition d'en face aient la latitude d'acheter nos produits, qui sont vendables. Nous avons un contenu ici. Ce n'est pas nécessairement le même contenu, de la même façon que nous avons, comment dire, la possibilité, et parfois la joie, d'accueillir les facettes de la civilisation française qui viennent à travers le livre, à travers le livre audio, à travers le cinéma, à travers le théâtre. C'est très important pour nous. C'est une ouverture exceptionnelle. Mais alors je ne comprends pas pourquoi ça ne serait pas réciproque. Donc, pour la prochaine session, je m'arrête là, je souhaite qu'il y ait une journée B2B. Une journée où, en tant qu'éditeur, je rencontre un autre éditeur pour essayer de mettre en place une politique d'échange, pas une politique d'achat. D'accord. Donc, merci beaucoup. Donc, juste alors, d'après votre intervention, on peut peut-être tirer 2 recommandations. C'est d'abord mettre en place une politique peut-être bilatérale franco-tunisienne pour booster ou développer un partenariat donc, dans le domaine du livre audio. D'abord sur le plan donc, technique contenu et par la suite sur le plan donc, de commercialisation diffusion. Donc merci beaucoup. Donc madame. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'Alliance française pour ce salon. Merci pour toutes les intervenantes et tous les intervenants. C'est un débat très riche. Je me présente, je m'appelle Leïla Benatitala. Je suis la directrice générale du cabinet de formation en air formation. On est la première académie maghrébine spécialisée en formation en médias et communication ici en Tunisie. En fait, on a travaillé depuis 3 ans dans le domaine de tout ce qui est organisation des voix off, du doublage et surtout on a accentué sur les livres audio. Tout ce qui est audiobook, c'est un marché très vierge en Tunisie. Il y a beaucoup d'opportunités pour les investisseurs, pour les start-upers et même aussi pour les voix off qui veulent travailler dans ce marché vierge. Et je dis bien, c'est une grande opportunité pour tous les investisseurs. Mais toutefois, il y a 2 contraintes, je pense qu'il y a 2 problématiques qu'on doit réfléchir comment on peut les surmonter. La première, c'est comment consolider la relation entre les jeunes et les audiobooks, tout ce qui est livre audio. Je pense qu'il faut bien consolider cette relation en organisant beaucoup des événements, surtout dans les écoles, les établissements scolaires et autres. Il faut comprendre que les jeunes, surtout en présence des réseaux sociaux, Facebook, les jeux et autres, ils pensent que la solution, c'est de jouer, d'être connecté, de faire votre réseau, pas d'écouter. Et je mets l'accent sur un mot-clé que monsieur a dit, il faut écouter, pas entendre. C'est l'art d'écouter. En fait, on passe les émotions, pas les informations. Nos mots, ce sont des images dans la réflexion du récepteur du message. En fait, il faut consolider ce projet dans les écoles, même dans les garderies scolaires et dans l'espace en général. Et on peut mettre aussi, par exemple, des prix pour les jeunes, pour les encourager à écrire et à écouter, surtout les livres audio. La deuxième problématique, en fait, c'est les droits d'auteur, comme il a dit Simon Sif. On a une expérience ici en Tunisie avec un ex-formateur avec nous chez On Air Formation, c'est M. Marouane Ben Hafsia. Il a créé un audiobook qui s'appelle Audio Labi, un start-up. Il a enregistré beaucoup des livres, mais malheureusement, il y a beaucoup des éditeurs, des écrivains, ils pensent que c'est illégal, que le consommateur n'achète plus les livres en papier, c'est un problème purement juridique. Je pense qu'il faut faire des débats, des tables rondes avec les éditeurs, les maisons d'édition, aussi les écrivains. Il faut les sensibiliser que les livres en audio n'éliminent plus le livre en papier. C'est un travail du tout. Personnellement, chez On Air Formation, on a beaucoup de voix off.
beaucoup de jeunes talentueux qui peuvent enregistrer soit en arabe, soit en français, soit en anglais, même en allemand. Juste, ils cherchent les opportunités, juste les opportunités. Et merci à notre frère. Merci beaucoup, madame. Voilà une start-up qu'on pourrait vraiment ajouter à notre chaîne de valeur. Donc, je donne la parole à monsieur Fathi Belkay, le président de l'Alliance française de Bizerte. Merci à tous et à toutes d'être présents, d'avoir répondu oui à l'invitation et de surtout nous enrichir. Moi, j'apprends de vous, donc c'est un domaine que je ne connais pas très bien. Moi, dans mon esprit, le livre audio existait depuis très longtemps. Il existait avant le livre texte, parce que le livre, c'est quoi? C'est la transmission d'une culture, c'est la transmission d'une histoire, d'une vague, d'un conte. Or, tout ça, nous le recevions de nos grands-mères, de nos arrière-parents, mais également aussi, moi j'ai eu la chance d'écouter à la radio tunisienne des extraits de livres, d'écouter des histoires, des fables, des contes. Et donc finalement, le livre audio, c'est pas ça. Je pense que oui, effectivement, c'est ça. Alors, ce qu'a soulevé, c'est moi, je pense que c'est plus un problème de marketing, de vente, un problème lié au livre audio. Les problèmes que vous avez évoqués, c'est des problèmes qui sont inhérents au livre d'une manière générale. Donc, bon, effectivement, il faudra penser de quelle manière et comment développer. Je crois qu'effectivement, d'abord, en Tunisie, c'est un secteur encore vierge et qu'il faudra le développer. Il y a probablement un moyen de le développer parce qu'il y a beaucoup de perspectives, beaucoup de possibilités. Alors, ceci étant, je ne veux pas trop m'attarder parce que le temps presse un petit peu. Moi, je voudrais poser une petite question. Quelle est la différence entre livre audio et livre numérique? Parce que le numérique, c'est un peu plus large et je crois que le livre audio peut être aidé beaucoup par les moyens de communication aujourd'hui qui sont les moyens réseaux, sociaux et Internet d'une manière générale. Voilà, merci de votre attention et encore une fois, merci d'animer cette table ronde. Vous posez la question de la différence entre le livre audio physique et le livre numérique. Le livre numérique. Parce qu'on parle de livre numérique. Vous qui êtes spécialiste, vous saurez. Si vous téléchargez sur votre liseuse des livres, ce qui vous permet de ne pas emporter 10 livres en vacances, mais simplement votre liseuse, vous avez du livre numérique. Mais le livre audio, vous l'avez aussi en format numérique, que vous pouvez à ce moment-là écouter en le téléchargeant sur des plateformes dédiées, en l'écoutant avec des écouteurs. C'est une question de format de compression. Voilà, super. Alors, juste parce que le temps nous plaît, s'il vous plaît, ça sera la meilleure intervention, sinon on d'accord. On va garder des questions pour la deuxième table. Non, avec Paula, on va ouvrir le table. Alors, on va conclure sur moi. Oui, la responsabilité. Alors, oui, voilà. De toute façon, il n'y a plus rien à dire après moi. Donc, juste pour... je vais peut-être donner le petit point de vue artistique de tout ça, étant donné que je suis auteur. J'aurais aimé que monsieur donne un petit peu, parce que Paul a donné un historique de l'audiobook en France. J'aurais vraiment aimé un petit historique de l'audiobook en Tunisie et la différenciation aussi que Paul a fait... Merci pour ça, entre l'audiobook jeunesse et l'audiobook adulte. C'est pas du tout la même chose. Hein. Ma maison d'édition avec Armand se fera en exemple pour ça. Donc, mais moi, juste pour défendre un petit peu le lectorat en Tunisie, parce que j'entends beaucoup de choses sur le manque de marché, l'étroitesse du marché, c'est pas vrai, honnêtement, en toute honnêteté. Je suis en contact avec ce public jeune, entre guillemets, alors il faudra définir jeune, oui jeune, on va dire 15, 35, 40 ans. Depuis une petite dizaine d'années, on lit en audio énormément, beaucoup, mais des livres audio de l'étranger, énormément. C'est-à-dire, mais c'est une culture qui est très installée depuis 5-6 ans en Tunisie, mais avec des livres de l'étranger. Le problème en Tunisie, c'est qu'ils n'ont pas. Pourquoi est-ce qu'ils n'écoutent pas
quand ils ne lisent pas, on va dire, en audio en Tunisie, parce qu'il n'y a pas de production. En ça, je suis l'exemple type. Alors, j'ai le seul en audiobook en Tunisie. Maintenant, c'est un problème pour le lectorat. Pourquoi? Parce que déjà, il faudrait s'intéresser à l'univers dans lequel j'écris, qui est le livre du genre, un petit peu. Voilà, ça, c'est bon. Il faudrait s'intéresser à ma plume après. Il faudrait s'intéresser au livre en soi, c'est-à-dire le livre même, le Cauchemar de Gaspard, que j'ai écrit. C'est pas évident pour passer toutes ces enquêtes, parce que c'est la seule offre qui existe quand on veut lire en audio pour des livres tunisiens, un roman francophone tunisien, il faudrait passer par toutes ces étapes. Il faudrait vraiment aimer tout ça pour arriver jusqu'à moi, jusqu'à la seule et unique production tunisienne. Donc, on n'a pas un problème de marché, je crois, on a un problème de production. Et là, on va retomber chez un qui a bien râlé sur ça, qui a bien posé le problème. Et donc, on va retomber dans la production. Pourquoi? La technicalité de tout ça, la chaîne de valeur, à quel point c'est rentable pour lui pour pouvoir reproduire d'autres livres audio, que ce soit moi ou d'autres auteurs, élargir la gamme d'offres qui existent, ne pas offrir qu'un seul genre, qu'un seul auteur, qu'une seule langue. Donc tout ça, c'est des technicalités qui dépendent de vous tous, messieurs, dames. Moi, d'un point de vue artistique, je défends un petit lectorat, le petit public tunisien qui est très lecteur en audio, et je défends aussi la volonté de l'auteur que je suis. Ça ne représente qu'une bonne personne, parce que j'ai lu mon propre livre audio, je me suis engagée en sang et en chair et en sueur. Donc, mais je défends aussi la volonté des auteurs à produire et la volonté du lectorat à écouter en audio, à lire en audio. Après, la chaîne, tout ça, tout le tintamarre qui est autour et toute la production de ça, c'est pas vraiment mon problème, mais je défends simplement là aussi, il y a un marché et il y a une volonté de produire de notre part un auteur. Okay. Et monsieur voulait demander à propos des droits d'auteur. Donc, je profite un petit peu de notre... Alors, Khawla, merci beaucoup. Donc, je pense qu'on doit passer quand même à notre deuxième table ronde. Alors, ce qui est bien, les trois tables rondes, elles traitent le livre audio dans toutes ses dimensions. Donc, vous pouvez garder vos questions pour notre deuxième table ronde. Je vous remercie beaucoup, nos chers intervenants. Donc, merci.